Les historiens d'aujourd'hui pensent qu'en réalité, la présence chrétienne et juive était extrêmement forte dans la péninsule arabique, un peu avant le prophète et au temps du prophète, au point que pour, en quelque sorte, renverser une expression d'aujourd'hui, on pourrait dire que l'islam est une sorte de création judéo-chrétienne, au sens où justement le judaïsme et le christianisme se convergent dans la genèse et la constitution de l'islam au temps du prophète et de ses successeurs. Ce qui est absolument certain, parce que les sources chrétiennes sont tout à fait explicites de ce point de vue-là, pour les chrétiens d'Orient, et ensuite les Européens vont reprendre cette interprétation, l'islam ne constitue pas une religion nouvelle, c'est une hérésie chrétienne, une déviation du christianisme, mais pas une nouveauté. D'abord, il faut toujours avoir à l'esprit que pendant les 2 premiers siècles de l'islam, ce qu'on appelle aujourd'hui le Moyen-Orient reste majoritairement chrétien et qu'il n'y a pas d'équivalence entre le pouvoir islamique et la religion de la population. Ça, c'est quelque chose qui se passe en Europe, hein, cuius regio, eius religio. Donc ça, c'est pas du tout la réalité musulmane. Après la conquête de Jérusalem, les chrétiens ont été autorisés à garder leurs églises. Et les Juifs, qui avaient été chassés par les Romains, puis les Byzantins, ont pu réintégrer la ville. Le monde musulman entame une dynamique qui marquera son apogée. Car les musulmans créent de grands centres d'enseignement. Ils rassemblent toutes les connaissances disponibles. Et ils jettent les bases de la science moderne. C'est la redécouverte de cet immense savoir accumulé au cours de l'âge d'or de la culture islamique qui permettra à l'Occident de connaître cette révolution essentielle que nous appelons la Renaissance. La Renaissance va produire une dynamique dans tous les domaines, scientifiques, littéraires et artistiques, qui signe l'entrée de l'Europe dans la modernité. Alors, il y a ces guerres, appelées les croisades par les historiens, mais l'islam qui se veut un message universel va déborder son espace naturel, géographique, pour aller vers l'Espagne qui va devenir le moment andalou. Quelle a été la situation en Espagne au moment où les musulmans arrivent, Jean-Pierre Filu? Alors encore, hein, on est dans l'Espagne visigothique et on voit que, de même que les chrétiens d'Orient ont accueilli plutôt favorablement les musulmans par hostilité à l'égard des Byzantins, les chrétiens et les juifs de l'Espagne visigothique, qui justement ont de grosses revendications et rancœurs à l'égard de cette noblesse wisigote, vont assez facilement se rallier aux nouveaux venus, ce qui explique cette conquête éclair, d'ailleurs conquête qui échappe aux chefs de guerre musulmans, vu qu'il y a une compétition entre Moussa ibn Nasser, qui est théoriquement le chef, et Tarek bin Ziyad, qui a traversé le détroit et qui a donné son nom à Gibraltar, Jabal Tariq, et que c'est l'un courant après l'autre qui fait qu'ils se retrouvent pratiquement aux Pyrénées. Et puis après, effectivement, Charlemagne, comme ça a été rappelé, qui va restabiliser tout ça, en gros au niveau des Pyrénées, puis un peu en dessous, avec Barcelone et Saragosse qui vont être reprises. Mais ce qui est fondamental, c'est de comprendre que dans tous ces siècles où nous ne voyons que les guerres, l'espace entre les guerres est beaucoup plus important. Et les terres de confrontation sont aussi des terres d'échanges commerciaux, Henri Laurence l'a rappelé, mais tout simplement de mariage. On a beaucoup de populations mixtes qui n'est au fond, dans ces zones grises, ni complètement chrétiennes, ni complètement musulmanes, mais qui offrent une forme de synthèse. Hein. C'est ce qu'on a en Espagne avec les moudéjars et les mots arabes qui participent des 2 cultures. Alors, le moment andalou, Jean-Pierre Filu, reste dans l'imaginaire comme un mythe. On a un peu agrandi l'image d'une Andalousie où l'échange, la cohabitation avec un génie andalou. Qu'est-ce qu'il en est pour l'historien? Est-ce que ce génie andalou a été réel ou il fallait relativiser? Comme toujours, hein, l'historien doit combattre la tentation de lire le passé avec les lunettes d'aujourd'hui. On n'est pas dans le multiculturalisme dans l'Andalousie musulmane. Et l'Andalous, c'est l'ensemble de la péninsule ibérique musulmane. On est dans une société ségrégée, mais où règne une forme de tolérance qui permet justement à certains de ces groupes de prospérer, que ce soit au niveau des arts, de la philosophie et plus généralement du système de cours. Donc en comparaison de la brutalité, pour ne pas dire plus, qui règne dans les cours d'Occident chrétien au même moment, effectivement, hein, d'ailleurs on le voit, hein, dans la production culturelle, musicale, poétique, philosophique, c'est un moment d'extraordinaire efflorescence. L'Andalousie a été un grand moment, à la fois rythmé de grands moments, mais aussi des moments un peu compliqués et difficiles. Cela n'a pas empêché le fait qu'une véritable cohabitation religieuse a existé, Henri Laurence. Oui, bon, évidemment dans un système hiérarchique, mais de façon générale, vous n'avez pas
dans le monde musulman de politique d'expulsion des non-musulmans, comme il y en aura dans l'Europe chrétienne à partir de la fin du Moyen-Âge. Ce qui se produira en Espagne ou en France comme l'expulsion des Juifs est impensable dans le monde musulman. Et puis ensuite, l'expulsion des descendants des musulmans en Espagne, là encore, c'est quelque chose qui ne serait jamais produit dans l'espace musulman. Donc, il est évident que la tolérance musulmane est certainement beaucoup plus grande que la tolérance chrétienne ou la tolérance qui peut exister dans les royaumes chrétiens de l'époque, mais ce n'est pas notre tolérance au sens moderne du terme. La tolérance au sens où justement, à l'époque déjà, c'était quelque chose d'important, qu'il y ait l'acceptation, y compris dans des règles hiérarchisées et reconnues. Jean-Pierre Filiu, pour un petit peu résumer, est-ce qu'on peut dire que le moment musulman, depuis le début jusqu'à cet apogée andalou, est-ce qu'il a été un moment qui préfigure la Renaissance en Europe? Quelle a été la contribution de l'islam à ce qu'on peut appeler plus tard l'Europe de la Renaissance? Elle est fondamentale, à la fois dans la façon dont les grands penseurs musulmans ont recueilli l'héritage d'Aristote pour en faire profiter, féconder la pensée occidentale, et puis aussi dans des laboratoires. On a parlé de l'Andalousie, mais il y a aussi la Sicile, qui sera un formidable lieu d'interfécondation des cultures, avec d'ailleurs certains souverains dont on ne sait pas jusqu'à aujourd'hui s'ils étaient vraiment chrétiens ou musulmans cachés, etc. Parce que c'était pas trop le problème, qu'on entendait ces différentes formes de pensée. Donc il y a très certainement transmission de l'héritage gréco-romain par les Arabes vers l'Occident chrétien, donc contribution à la Renaissance avec les grands philosophes que sont Farabi en Orient ou Averroès, Ibn Rushd en Occident de l'islam, c'est-à-dire en Andalousie. Nous allons consacrer cette matinée à la seconde partie sur le thème de l'islam et l'Europe. Bonjour Henri Laurence. Bonjour. Vous êtes professeur au Collège de France, vous occupez la chaire de l'histoire du monde arabe contemporain. À côté de vous, Jean-Pierre Filiu, bonjour. Vous êtes politologue, professeur à Sciences Po, spécialiste du monde arabe. La semaine dernière, est-ce que Henri Laurence pouvait nous résumer très rapidement ce que nous avions évoqué à propos de cette période entre le début de l'islam et l'arrivée des musulmans en Andalousie? Deux mots tout simplement. Échange et confrontation. Évidemment, les deux mondes sont en confrontation militaire. Il y a des territoires qui sont pris, repris et ainsi de suite. Il y a des conquêtes et des reconquêtes. Mais en même temps, il y a des échanges intenses. D'abord dans le domaine commercial, dans le domaine humain. Et sur le plan intellectuel, c'est plutôt l'Europe qui est, disons, à partir de l'an 1000... consomme de plus en plus des données intellectuelles venues du monde musulman, les courants philosophiques et aussi les courants scientifiques venus du monde musulman. Pas seulement l'héritage gréco-romain, mais tous les perfectionnements et tous les savoirs nouveaux que les Arabes et les musulmans ont fait dans les premiers siècles de l'islam. Jean-Pierre Filiu, est-ce qu'on peut dire un mot d'abord sur la naissance de l'Empire ottoman? Est-ce que la prise de Constantinople constitue un moment de rupture pour vous? Tout à fait. C'est la fin de l'Empire romain d'Orient et donc la conquête par les Ottomans qui, on ne le soulignera jamais assez, fondent un empire à la fois européen et asiatique. Cela, c'est dès l'origine de l'histoire des Ottomans qui sont impliqués dans les Balkans et qui vont, comme cela a été rappelé, s'étendre jusqu'aux portes de Vienne. Et donc on a ce moment ottoman et cette prise de Constantinople quelques décennies avant la chute de Grenade en 1492, qui est l'aboutissement de 4 siècles de ce qu'on appelle la Reconquista, la reconquête, qui se traduit par un appauvrissement terrible de l'Espagne, vu qu'on va purger, au nom d'une mythique pureté du sang, limpieza de sangre, l'Espagne de son héritage aussi bien islamique que juif. Et donc l'Empire ottoman, lui, portera une forme de mixité, de métissage, on le voit très clairement dans le recrutement de ses élites, alors que l'Espagne compensera par la conquête de l'Amérique cet appauvrissement sur son propre sol. On a dit qu'il y avait les corsaires d'Alger qui s'en prenaient aux bateaux chrétiens et aux bateaux européens. Et puis on a découvert dans les archives françaises que les corsaires d'Alger avaient des lettres de course françaises. Et que donc c'était la France qui donnait le diplôme permettant aux corsaires d'Alger de faire la course aux bâtiments des autres nations chrétiennes en Méditerranée. Donc les choses sont beaucoup plus compliquées que des oppositions bloc à bloc. Il y a la fameuse campagne de Bonaparte, la rencontre entre cette fois-ci la France et le monde musulman sur le modèle d'une conquête
où Bonaparte disait au début il n'était pas l'ennemi des musulmans, il voulait les protéger. Comment ça s'est passé, Jean-Pierre Filu? Effectivement, hein, c'est un événement à deux faces. Il y a la face de la conquête, avec une violence tout à fait impitoyable dans l'écrasement des soulèvements du Caire et de la guérilla qui a pu se dérouler dans les campagnes. La campagne de Napoléon, on l'a dit, était d'une extrême violence, mais en même temps, par le fait même que les Français ont détruit les structures de pouvoir traditionnelles dans la société égyptienne, parce qu'ils exerçaient par la violence, ça a permis à l'Égypte de redémarrer presque à zéro au XIXe siècle, c'est-à-dire de ne pas avoir un héritage politique qui entravait sa construction. Donc il y a une construction étatique égyptienne à partir, disons, de 1805. Et ces Égyptiens se sont tournés, entre autres, vers la France pour avoir des conseillers techniques, des experts militaires, des ingénieurs, des médecins, et ainsi de suite. Et donc, il a commencé une espèce de flirt, si on peut dire, entre la France et l'Égypte, qui a laissé une trace durable dans les deux pays. Ce qui est surtout frappant et ce qui a été rappelé dans ce document, c'est qu'à deux reprises, les Allemands, lors des deux conflits mondiaux, vont essayer d'en appeler au djihad contre les Français et les Anglais, et que dans les deux cas, cet appel à la guerre sainte va totalement échouer, car les Arabes réagissent en tant qu'Arabes, ils s'allient aux Français et aux Anglais pendant la Première Guerre mondiale. Ils vont être déçus, ils vont même être trahis par ces Français et ces Anglais qui leur avaient promis un royaume arabe et qui vont au contraire étendre l'espace de leur colonisation. C'est un vrai tournant, parce qu'on peut considérer que la renaissance arabe, qui à ce moment-là aurait pu trouver vraiment son débouché, eh bien, elle va être brisée dans son élan, et cet élan va être brisé de nouveau par les dictatures qui vont, ça a été rappelé, détourner l'espoir des peuples arabes après les Deuxième Guerre mondiale, et largement éliminer les élites qui avaient combattu et obtenu la souveraineté nationale et la décolonisation. Alors, 1927, c'est aussi une date importante, puisque nous parlions de la Troisième République à l'Islam, mais le monde musulman, colonisé, dominé, va avoir une autre réaction. Cette fois-ci, la fondation de ce qu'on appelle la confrérie des frères musulmans. Quel a été l'impact d'abord? Quelles ont été d'abord les raisons pour lesquelles ce courant va se constituer en véritable mouvement qui va avoir un essor considérable dans le monde musulman? Là encore, on voit aujourd'hui surtout l'islamisme, alors qu'à l'époque, c'est le nationalisme qui domine. En fait, Hassan el-Banna dénonce les élites qui ont obtenu une indépendance formelle de l'Égypte en 1922, en considérant qu'elles sont trop liées, trop dépendantes, trop soumises à la puissance britannique. Et donc, il y a une forme de résistance qui se veut globale, aussi bien morale que citoyenne et nationale. C'est ça qui fera des frères musulmans un mouvement de masse